juste comme je monte les escaliers, voilà que notre logeuse me rencontre. Elle m'a encore fait un cadeau. Devine voir quel cadeau elle m'a fait? Ne fais pas l'idiote, dis-le. Tiens, regarde, 2 billets de théâtre pour Faust. Qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi est-ce qu'elle n'y va pas elle-même, cette vieille pie? Je sais pas, moi, peut-être qu'elle n'a pas le temps. Pas le temps, pas le temps. Nous, le temps, on devrait l'avoir peut-être. Est-ce que tu peux être ingrat tout de même? Voyons, tu vois bien qu'elle nous en veut, sinon elle ne nous aurait pas fait cadeau à nous, ces 2 billets. Peut-être qu'elle voulait seulement nous faire plaisir. Nous faire plaisir. Et nous, on lui a déjà fait plaisir peut-être? Non, jamais. Bon, tu viens ou oui ou non? Ça commence à quelle heure? Ça, je sais pas. Je descends, je lui redemande. Ça commence sûrement à 7h30. Et voilà qu'il est déjà 7h moins le quart. Mais en général, les théâtres commencent que plus tard, à 8h. Ça commence entre 7h30 et 8h. Avant 8h, sûrement pas. Les théâtres commencent toujours plus tard. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, réfléchis pas trop, bien. Le temps de me peigner. Ça, j'aimerais bien savoir si tu vas réussir à te peigner. Arrête de faire des grimaces. Qu'est-ce qu'on fait du gamin quand il rentre du travail? J'y ai déjà pensé. Il faut lui tenir son dîner au chaud et lui écrire un petit mot. Je vais écrire. Alors, j'écris que nous ne sommes pas à la maison. Tu n'as pas besoin de lui écrire ça, il verra bien que nous ne sommes pas là puisque nous sommes partis. C'est bien ce que je veux dire. Nous ne sommes pas à la maison parce que nous sommes absents. Écris Munich, le. Non, j'écris cher. Alors bon, comment est-ce qu'il s'appelle? Toi, son père, tu devrais pourtant savoir comment il s'appelle. C'est plutôt à toi, sa mère, de le savoir. On lui dit toujours gamin, mais comment est-ce qu'il s'appelle? Je demande à la voisine. Non, on va bien y arriver nous-mêmes. Je dis Marie-Joseph. Ah, Joseph, c'est Joseph. Mon cher Joseph. Très honoré monsieur. Mon cher Joseph. Son dîner est à la cuisine. Sur le fourneau, fais le toit réchauffé parce que ça se refroidit. On est en décembre. Mais non, je voulais parler du dîner. Parce que ça se refroidit et parce qu'il faut que nous allions au théâtre. Si nous ne voulons pas, il ne faut pas. Oui. Alors j'écris que nous pouvons, que nous avons l'occasion, que nous devons. Écris, nous allons. Mais nous serons déjà partis quand il reviendra. Bah écris, sommes allés. Au cas où le théâtre se terminerait, nous revenons sûrement peut-être à la maison. Reçois les salutations les plus respectueuses De tes parents. de tes parents qui s'en sont allés, ainsi que de ta mère. Tu ne peux pas mettre ça, ta mère est déjà compris dans tes parents. Et puis je mets un point, sinon cet imbécile va continuer de lire. Bon, maintenant on va poser le petit mot ici. Mais peut-être que là, il ne le verra pas tout de suite. Parce que habituellement, il rentre par la porte. On va donc poser le petit mot par terre. Et là, quand il rentre, il marche dessus avec ses bottes sales. Et il n'arrive plus à le lire. Mais là, ça va pas, parce que le bouquet, il va porter sa fête. C'est pas sa fête. On l'a trouvé. Donc ça va pas. Attends. C'est sensationnel. Je le mets là sur le miroir. Et quand il rentre, il va se regarder dans le miroir. Et il dit, tiens, un petit mot, si je le lisais. Nous, bien sûr, on sait que là, il y a un petit mot. Mais lui, il n'en a pas la moindre idée. Et s'il ne va pas regarder? C'est une condition nécessaire qu'il y regarde. S'il ne va pas regarder, tu as envie le petit mot pour rien. Attends, je sais. On laisse le petit mot là et tu lui as créé un autre petit mot. Quand tu rentres, regarde dans le miroir. Bon, j'ai compris. Quand tu rentres, tu regardes tout de suite dans le miroir, tu y verras quelque chose. Voilà, on a perdu tellement de temps avec toutes ces écritures. Voilà qu'il est déjà 7 heures. Mais heureusement que ça commence à 8 heures. Ça commence à 7h30. Bon, maintenant je vais me préparer. On est au moins un de nous deux prêts. Mais ma robe noire Oui. ou ma robe marron? Oui. Je peux tout de même pas mettre de robe. T'auras moins froid. C'est plus la peine de demander quelque chose. Je vais mettre la noire. On verra bien. On pourra toujours mettre la marron ensuite.
que ce foulard ne va pas très bien avec ma robe. Oui, oui. Il me donne un air terrible dans le côté. Je l'ai jamais aimé. Je vais mettre mon chapeau de théâtre. D'ailleurs, il me va mieux. C'est ça, mais fais vite, on va être en retard. Bon, maintenant, il faut encore que je mette un décor. Et pendant que tu y es, fais les vitres et les escaliers. Quelle plaît, cette femme! Mais enfin, je n'y peux rien, moi, si on me fait cadeau de 2 billets. Sale bête, la prochaine fois, elle n'ira qu'aller elle-même au théâtre. Pour une fois que quelque chose me fait plaisir. C'est bien comme ça chez nous. Travailler toute l'année pour ça, je suis assez bonne, hein, mais... C'est moi gagner de l'argent. Nous y revoilà. Je te connais, va. On t'arrêtera plus. Maintenant, toute la soirée, on va se disputer. Au théâtre, on va se disputer. Et on va encore se disputer pendant la moitié de la nuit. Mais je te le dis d'avance. Je renonce à de telles réjouissances. Tu peux aller au théâtre tout seul, et moi, je reste à la maison. Je peux pas y aller tout seul, il y a 2 billets. J'y peux rien si on fait cadeau de 2 billets. Celle-là, je l'attendais. Allez, direction le théâtre. Je ne peux plus y aller, je ne peux plus sortir, je me suis tellement énervée. Tu sais bien que je ne supporte pas les disputes. Tu peux bien aller au théâtre avec qui tu veux. Maintenant, je me déshabille et je vais me coucher. J'ai attrapé un tel mal de tête. Eh bien, prends un cachet contre le mal de tête. Pour ça, j'ai pas besoin de toi. Vas-y, toi, parce que Christian. Recrache, tu l'as déjà avalé? Tu m'as pas donné ce qu'il fallait? Bah, si, t'avales tout ce qu'on te donne, hein. Parle, qu'est-ce que tu m'as donné? C'est marqué pilule pour purger. On a fait du proc, c'est des pilules laxatives. C'est écrit effet immédiat agit en 1 heure. Voilà qui est déjà 7h30. Et dans 1 heure, nous serons au théâtre. Et c'est justement là que ça commencera. Ça commence à 7h30. Mais non, je veux dire pour moi. Bon, et bien allons-y maintenant et peut-être que d'ici là, nous serons déjà rentrés. J'aimerais seulement savoir si pour les autres, quand ils vont au théâtre, ça se passe comme chez nous. Et une fois de plus, t'es habillé comme un vieux dégoûtant. On ne te fera jamais perdre cette sale habitude. Qu'est-ce que c'est que cette chemise? Chemise d'homme. C'est ta plus vieille chemise, ça fait 2 semaines que tu la portes. Ça se voit pas. Non, je refuse de sortir avec cette chemise. Si jamais quelqu'un te voit, les gens vont penser que je suis une souillon. C'est pas grave. Va immédiatement mettre une autre chemise. Où est ma chemise? Elle est là, sur la chaise. Trop petite. C'est une chemise du gamin, il n'y en avait pas d'autre dans le tiroir. Bon, on se dépêche, on est en retard. Viens. Bon, éteins les lumières et ferme. T'as les billets? Mais non, c'est toi qui les as. Attends, rallume. Mais non, t'es pas si là. Je les ai donnés. Tu les as pas mis par là? Mais non, j'en suis sûre. Si seulement on avait les billets, sans billets, nous ne laisserons pas rentrer. Aïe. Je peux te dire quelque chose, c'est que je vais bientôt frémir d'horreur juste à l'idée d'aller au théâtre. Aïe. Et voilà. Maintenant, je vais tout de suite dans mon sac, sinon tu vas encore les perdre. Ah, regarde, c'est écrit dessus, je pense à commencer, on en peut voir tout de suite. Début à 8h. Qui c'est qui avait encore raison? C'est moi. Les femmes ont toujours raison. C'est écrit noir sur blanc, début à 8h. C'est vrai, début à 8h, vendredi 17 juillet. Comment vendredi? Aujourd'hui, on est seulement jeudi. Wow! Très honoré auditorium. Mais je suis hyper contente que vous soyez venus ce soir aussi nombreux assister à ma conférence scientifique sur les animaux domestiques. Lorsqu'on parle d'animaux domestiques, on ne sait jamais s'il s'agit des animaux domestiques du dehors ou des animaux domestiques du dedans. Ma conférence portera sur les animaux domestiques du dedans. Entre un animal domestique du dehors et un animal domestique du dedans, mais il y a une différence considérable. Le premier est
est en plein air et le second est à l'intérieur. Là, vous êtes en train de vous dire, si, je vous entends penser, elle va nous parler de canaris, de petits chats, de petits chiens. Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout sur la voie. Tiens, à propos de petits chats et de petits chiens, savez-vous qu'en Angleterre, lorsqu'il pleut beaucoup, on dit « It's raining cats and dogs ». C'est tout de même plus joli que ce que l'on dit ici. Il pleut des cordes ou des hallebardes. Non. Je m'égare. Revenons à nos moutons. Non, je ne vous parlerai pas non plus de moutons, c'est encore une métaphore. Non. Le premier animal domestique du dedans dont je vous parlerai est le très populaire cafard bleu noirâtre. Dans de nombreux cas, il vit de 6 à 4 semaines et succombe la plupart du temps à une mort non naturelle, bien que rapide, causée par la semelle d'une chaussure humaine. Le craquement caractéristique que l'on entend lorsque l'on marche sur un cafard est dû à l'écrasement de sa cage thoracique. Pour éviter cela, le cafard court très vite, d'où l'on peut conclure que la plupart du temps pour lui, ça urge. Lorsqu'il y a plusieurs cafards ensemble, on appelle cela un essaim de cafard. Lorsqu'il y en a 7, on les appelle les 7 cafards. À ne pas confondre, surtout pas confondre avec les 7 nains. Les premiers sont dans la cuisine et les autres batifolent dans la forêt avec Blanche-Neige. Dans ma seconde rubrique, j'aurais pu vous parler de la punaise. Rassurez-vous, je n'en ferai rien, elle est vraiment trop moche. Non, je préfère de beaucoup vous parler de la coccinelle. Ah, là, vous allez me dire, je vous entends encore penser que la coccinelle n'est pas un animal domestique du dedans. Eh bien, vous vous trompez. Et je vais vous prouver scientifiquement le contraire. Vous allez dans votre jardin cueillir un magnifique bouquet de roses odorantes et vous le rapportez dans votre maison. Vous le disposez dans un vase. Et là, les coccinelles qui s'étaient cachées intentionnellement dans les pétales de rose en sortent pour s'installer dans votre maison. Elles deviennent familières au point de venir se poser sur votre main, marcher le long de votre bras, d'où elles prennent leur élan pour s'envoler à gauche, à droite. Ne sont-elles pas magnifiques? Regardez-les déployer leurs petites ailes de satin rouge à points noirs. Mais bien sûr, elles sont dans leur élément. Si les coccinelles se posent sur les rosiers, c'est pour mieux intégrer un jour ou l'autre leur milieu naturel, votre maison. Et vous émerveillez de leur grâce et de leur beauté. Merveilleuse petite coccinelle. Oui.
vient maintenant un autre animal domestique du dedans. Je veux parler de la puce. Nous sommes parvenus, mon assistant et moi, à en faire un cliché photographique. Là, vous n'avez que le dessin scientifique. Attention, le cliché arrive. Mais je vous explique d'abord. Ce fut un travail démentiel que de photographier ce petit animal agile. Elle a posé plus de... Qu'est-ce que je raconte? Elle a sauté plus de 3000 fois sans jamais prendre la pose. Et ce n'est qu'en lui prodiguant de douces paroles que le photographe est parvenu à la persuader de se tenir tranquille le temps d'un instantané. Instantané que voici. Document scientifique très rare. La photo d'une puce en train de poser pour la postérité scientifique. Que vous dire d'autre sur la puce? Il faut quand même que je vous le dise, la puce se nourrit de sang humain. Pourtant, ce n'est pas un vampire. D'après ma propre expérience et selon mon point de vue, une puce, une seule petite puce, est capable d'ingurgiter dans sa petite vie plus de 60 litres de sang humain. Il faut savoir aussi qu'une puce ne saute pas d'un individu sur l'autre. Non, la puce disperse des cocons un petit peu partout qui, au bout d'un mois, donneront des puces. Une puce peut disperser 70 cocons qui donneront donc 70 puces. Là, j'ai amené un petit document chiffré, écrit, parce que les chiffres, moi, ça fait 2. C'est écrit, je ne vais pas me tromper. Une puce, 70 cocons. Au bout d'un mois, 70 puces. 60, après, on a encore un mois, 70 fois 70, 4900 cocons, qui donneront 4900 puces, etc., etc. On s'arrête, on n'en est qu'à 2 mois, hein, vous allez voir. Si une puce ingurgite 60 litres de sang, 70 puces, 4200 litres de sang, 4900 puces, 294 000 litres de sang. Vous imaginez le carnage? Vertigineux. Je vais changer d'animal domestique du dedans. Ma rubrique suivante va vous parler du pou. J'en arrive au pou. Le pou que voici, nous ne l'avons pas photographié, non. Le pou habite sur le cuir chevelu de la tête humaine. Mais tout le monde n'est pas affligé de pou, rassurez-vous. Les plus contaminés sont les petits garçons. Quand un petit garçon est couvert de poux, on dit de lui que c'est un poupon. Chez les personnes déplumées, celles qui n'ont plus un poil sur le caillou, le pou ne trouve aucun asile. Belle consolation, non? Il y a aussi le pou qui a élu domicile dans les vêtements de l'homme. Adam et Ève, au paradis, ne connaissaient pas cette sorte de pou, vu qu'ils ne portaient pas de vêtements. Ah, mais seulement des feuilles. Il existe aussi une sorte de pou très recherchée par les jeunes filles. Ce sont les époux. Et puis, il y a aussi un pou particulièrement extravagant. On l'appelle le poudingue, à ne pas confondre avec le pudding, qui est un excellent gâteau. Et puis, il y a le pou que les artistes de la scène, acteurs, chanteurs, et pourquoi pas conférenciers, apprécient particulièrement, c'est le public. Le public. Madame, s'il vous plaît,
Vous êtes ici dans une salle de spectacle et non pas dans un auditorium. La conférence est tout à l'heure à 18h. Donc je vous prie, s'il vous plaît, de regagner les coulisses et de laisser place aux comédiens. Merci. Mais voilà qui est très contrariant. Néanmoins, je veux bien comprendre. Donc, cher public, je vais laisser place aux comédiens. Mon assistant et moi allons nous retirer, mais à la fin du spectacle, ne bougez pas, restez à vos places, nous reviendrons. Je sais que vous voulez entendre la fin de ma conférence scientifique. À tout à l'heure. Elisabeth, j'ai faim, voyons. Il arrive ou non, ce rôti de lapin? Il n'est pas tout à fait frais, mais la soupe est déjà sur la table. Ah! Aujourd'hui, la soupe est encore immangeable. Comment ça, la soupe est immangeable? Aujourd'hui, c'est une très bonne soupe. Personne ne dit que la soupe n'est pas bonne. J'ai simplement dit qu'elle était immangeable, car trop chaude. Une soupe doit être chaude. Oui, mais pas trop chaude. Aïe, 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 tous les jours, la même chanson. Ou bien il trouve la soupe trop chaude, ou bien il la trouve trop froide. Mais maintenant, je vais te dire une bonne chose. Si je ne cuisine pas assez bien pour toi, tu n'as qu'à aller manger au restaurant. Ce n'est pas du tout nécessaire. La soupe, elle est bonne, seulement trop chaude. Alors tu n'as qu'à attendre qu'elle refroidisse. Une soupe froide? Je n'aime pas ça non plus. Alors, je vais dire quelque chose. Je sais, après le repas. Chaque jour, il faut qu'il y ait des disputes chez nous. Pas moyen de faire autrement. Bah voyons, c'est toi qui veux pas faire autrement. C'est peut-être moi la coupable. Bah qui alors? C'est peut-être moi qui fais la soupe? Une soupe qu'on vient de faire est toujours chaude. Tu l'as peut-être faite trop chaude. Trop? Non. Demain, je mets un thermomètre dans la casserole pour que monsieur mon époux ait sa soupe à bonne température. Une bonne cuisinière n'a pas besoin de thermomètre pour faire la soupe. Ah! Voilà les moqueries. Chaque fois, c'est pareil. D'abord, il rouspète et ensuite, il se moque. Comment ça, rouspéter? J'ai tout de même le droit, en tant que mari, de dire que pour moi, la soupe est trop chaude. Et il remet ça avec sa soupe trop chaude. C'est vraiment à désespérer. Tu n'as pas besoin de désespérer. Tu dois mettre la soupe sur la table comme elle doit être. Ni trop froide, ni trop chaude. Mais elle ne l'est plus maintenant, trop chaude. Maintenant, non. Mais quand tu l'as apportée, elle l'était trop chaude. Regardez-moi ça. Il ne s'arrête plus. Toujours à creuser dans le même trou. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu ramènes toujours cette soupe trop chaude sur la table. Mais c'est bien toi qui l'as amenée, cette soupe. Pas moi. Tu mets le manche à la place de l'outil. Tu n'es et ne seras jamais qu'un ergoteur. Toi. Non, toi. Écoute. Qu'est-ce que c'est que cette trop d'odeur? Moi aussi j'entends quelque chose. Il y a quelque chose qui sent le roussi. Tu auras encore jeté une cigarette allumée sur le tapis. Mais je n'ai pas encore fumé aujourd'hui. Et même si j'avais fumé, je n'aurais pas jeté les mégots sur le tapis, mais dans le cendrier. Je n'ai rien affirmé, j'ai simplement fait une supposition. Et j'ai tout de même le droit de faire des suppositions. Mon Dieu, la fenêtre est ouverte. Eh ben vas-y, va voir ce qui se passe. Mon Dieu, la fenêtre est pleine de fumée. Jésus, le lapin est tout brûlé. Ça, il faut toujours qu'il arrive quelque chose chez nous. Regarde, mais regarde, avec des éternelles disputes, tout notre repas est brûlé. Bon appétit! La cuisine est le royaume de la bonne ménagère. À qui la faute? À toi, avec tes disputes qui n'en finissent pas. Mais je n'ai pas disputé. J'ai simplement dit la soupe est trop chaude. Il remet ça avec cette soupe trop chaude. C'en est assez, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Pas besoin de prendre tes clics et des claques. Va-t'en, je n'en demande pas plus. Avec ces disputes qui n'en finissent pas, le pauvre petit lapin est tout brûlé. Mais pitié, non. Tu ne peux plus le manger. Ah ça oui, mais je signalerai à la SPA.
janvier 33 1925. Chère chérie, c'est avec une ampleur que je prends dans mes mains mon porte-plume et je t'écris. Pourquoi depuis si longtemps ne m'as-tu pas écrit alors que récemment tu m'as écrit que tu n'écrirais si je n'écrivais pas? Hier, mon père lui aussi m'a écrit. Il a écrit qu'il t'avait écrit, mais tu ne m'as pas écrit pour m'écrire qu'il t'avait écrit. Si tu m'avais écrit pour m'écrire qu'il t'avait écrit, alors j'aurais écrit à mon père que tu aurais voulu lui écrire, mais que malheureusement tu n'as pas eu le temps de lui écrire. Sinon, tu lui aurais déjà écrit. Toutes ces écritures sont bien tristes. Car à aucune des lettres que je t'ai écrites, tu ne m'as écrit. Si tu ne savais pas écrire, ce serait différent. Je ne t'écrirais pas du tout. Mais pourtant, tu sais écrire et tu ne m'écris pas quand je t'écris. J'achève d'écrire cette lettre en espérant enfin que tu vas m'écrire. Sinon, ceci est la dernière lettre que je t'écris. Car tu ne m'as jamais écrit. Mais si cette fois encore tu venais à ne pas m'écrire, écris-moi au moins que... Eh ben, tu ne vas pas m'écrire du tout. Je serais alors pourquoi tu ne m'as jamais écrit. C'est la fatigue. Cette forme de l'écrivain quand j'écris. Mais bien sûr, toi tu n'attrapes jamais la forme de l'écrivain. Car tu ne m'as jamais écrit. Et ne rentre qu'au petit matin, mais toi, il n'y a qu'à la maison que tu es bien. Toi aussi, c'est à la maison que tu es bien, près de moi. Et bien sûr, il s'en rend compte. Tu as embelli chaque heure de ma vie. Tout comme toi. Oui, tu te souviens ce soir d'été où nous étions assis tous les deux sur un banc? Tu voulais rester et je voulais rester. Et là, un agent de police est arrivé et nous a demandé ce que nous faisions là. Et tu lui as dit oh, laissez-nous donc tranquilles. Oui, et Dieu merci, il a été compréhensif et il est parti. Et c'est pourquoi je le redis sans cesse. Si seulement j'en avais rencontré un autre. Que m'aurait-il apporté? Que des malheurs et des contrariétés. Ah, tu as une chose si... Je ne trouve pas les mots. Une chose si charmante que je pourrais te regarder les yeux dans les yeux pendant des heures. Et bien sûr, tu ne sais que jeter à la face des gens des choses qui malheureusement sont vraies. Et cette chère madame ma belle-mère n'est pas bien mieux que monsieur son fils. Elle ne sait que me faire bonne figure, et dans mon dos, elle chante mes louanges à qui mieux mieux. Je lui donne tous mes travaux de couture, tout mon linge à faire, sans réclamer un sou. À Noël, je lui laisse m'offrir les plus beaux cadeaux, sans dire un mot. Mais bien sûr, tout ceci est oublié. Mais ma chère belle-mère à moi n'est pas en reste. Combien de fois ne m'est-elle pas surprise en train de faire un faux pas? Elle ne t'a rien dit. Elle t'a tout caché. En voilà des confidences pleines de finesse. Tu dis ça seulement pour que je t'aime encore plus que je ne t'aime déjà. Mais je te préviens, si tu ne m'en fais pas voir de toutes les couleurs, je fais ma liste et je reste définitivement avec toi.
Tu n'as pas à plaindre, ce n'est pas ce que je voulais dire. Encore une fois, je n'accepte pas que tu me fasses des avances. Je t'ai embrassé au moins 100 fois aujourd'hui. N'est-il pas suffisant pour une femme par jour? C'est un mensonge éhonté. Tu es un homme brutal. Il n'y a qu'à voir mon anniversaire. Tu m'as offert un superbe manteau de fourrure, alors que je t'avais demandé une simple veste. Et voilà, tu me fais des reproches. Pour ton impertinente modestie, le jour de ton prochain anniversaire, je ne t'offrirai que 500 €. Comme ça, tu pourras t'acheter tout ce que tu veux et je n'aurai pas à me réjouir de ta reconnaissance. Et voilà, toujours les mêmes reproches. Je te connais, j'ai l'habitude. Si tu ne m'arrêtes pas de m'embrasser, je m'en vais te refroidir la plante des pieds. Je sais qu'on dit chauffer les oreilles, mais avec toi, ça revient au même. Éléonore, ne sois pas déraisonnable. À quoi bon ces énervants flatteries? Pourquoi ne pas nous jeter directement au visage les grossièretés en toute tranquillité? Tu as raison, espèce de crétin. Là, je suis d'accord. Bah voilà, andouille, imbécile, ça marche aussi. Eh bien, personne, mais personne n'aurait pensé que cela en arriverait là. Frère, ce n'était pas ta faute. Tu n'as pas pu agir autrement. Si notre mère s'en était un temps soit préoccupée, Henri n'aurait rien pu faire du tout. Tais-toi, voilà Henri. Bonjour. 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 Joseph est revenu. Comment est-il arrivé? Comment est-il arrivé? Notre mère a dit qu'il était là depuis déjà 2 jours. Oh, c'est ce que je vous disais, mais vous n'avez pas voulu me croire. Mais non, il ne ferait pas une chose pareille, enfin. Et il a bien raison, il ne va pas la mêler à une telle histoire. Mais là, il n'a pas raison. Avec l'âge, on voit plus loin. Comme fait son lit, on se couche. C'est un proverbe. C'est vrai, mais il arrive qu'un proverbe soit déplacé. Bon, eh bien, qu'en dites-vous? Il a fallu qu'on en arrive là. Mais non, non, maman. Tout cela aurait pu ne pas en arriver là. Ah, et Henri, que doit-il faire maintenant? Ce que je vais faire, je n'ai pas besoin d'y réfléchir longtemps. Je vais aller voir le maire, et s'il me dit laisse tomber, je laisse tomber. Mais s'il me dit prends l'affaire en main, alors là, je sais ce qu'il me reste à faire. Henri, réfléchis bien. Tu plonges toute notre famille dans le malheur. Notre famille, mais laissez-moi rire. Il faudrait quelqu'un d'autre que Monsieur le maire. Ça, pour une grande phrase, tu es toujours là. Mais c'est pourtant par le maire que nous avons tout appris. Ce n'est pas vrai, c'est une calomnie. On n'a pas le droit de porter un jugement sur un homme quand on n'est pas au courant de l'affaire. Tu parles pour toi. Je le connais peut-être mieux que toi et que vous tous. Et maintenant, je peux encore vous dévoiler quelque chose. Le maire nous a bien dit que notre mère, notre propre mère, ne lui avait pas dit. Mère, est-ce vrai? Dieu vous garde. Mais Henri s'en va. Henri, tu restes ici. Et tout de suite. Ne pas. Tu restes sinon. Je la chasse. Le père, notre mère. Pour l'amour de Dieu. Non, notre mère reste. Celui qui était vendredi chez le maire et qui nous a mis dans le pétrin, c'est à lui de partir, pas à notre mère. Non, Henri reste ici. Et maintenant, je vais faire table rase. Ce n'est ni moi, ni Henri, c'est Joseph qui a vendu la mouche. Et maintenant, je vais la dire la mèche au maire. Joseph! Mais depuis quand Joseph est-il revenu? Depuis 15 jours. Oh, mais non, non. Ne pleure pas, frère. Tout ça, c'est une destinée normale. Alors ça, c'est une surprise. Joseph est revenu. Est-ce que Joseph le sait? Joseph doit bien le savoir lui-même qu'il est revenu. Et lui, de qui le sait-il? Je voudrais le savoir. Père, qui
Non, maman, ça va. Je me sens un peu mieux. Un peu mieux. Un peu mieux. Mais Joseph ne peut pas prendre ça sur lui. Il n'a pas d'amour égal, il n'en aura jamais. Vous allez me laisser Joseph en dehors de cette histoire, sinon... Quoi, sinon? Tu m'as quand même pas dire que Joseph? Eh ben non, pas Joseph. Il y en a un ici, il y en a un ici, c'est tout. Notre Seigneur Dieu. Oh, pardon. Joseph, encore un cœur dans la poitrine. Alors là, il saura bien ce qu'il lui reste à faire. Fripouille, misérable. Je n'ai mon être qu'une simple femme. Je ne laisserai pas l'affaire en arriver là. C'est moi et personne d'autre qui pourrait vous laisser. Mais l'amour que je porte à mes parents me tient la bouche cousue. Mais, vas-tu parler, oui? Tu n'as pas à nous ménager, ni à moi, ni à ta pauvre femme de merde. Ne faites pas tomber un bras encore plus haut dans le malheur, elle qui de toute façon est déjà là-bas, car elle et personne d'autre n'a jamais voulu que notre bien. Bon, je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Je m'en vais. Ma sœur part. Bien. Eh bien, je pars aussi. S'ils partent tous les deux, eh bien, je pars aussi. Père, toi aussi, tu t'en vas? Alors moi non plus. Je n'ai plus rien à faire dans cette maison. Bon, récapitulons. On a déjà 3 fois que vous m'exposez votre requête. Et j'ai pas compris. Vous avez, si je vous ai bien comprise, 3 places en tant que femme de ménage. En échange de quoi, vous voulez un emploi dans un hospice de vieillards. Non, en ce moment j'ai déjà un emploi. Mais l'emploi à l'hospice que je voudrais prendre maintenant, je ne suis pas encore. Parce que Madame Lorenz, chez qui je suis depuis bientôt 5 ans, elle a dit: si vous n'êtes pas encore allé à l'office du travail, vous pouvez toujours accepter l'emploi à l'hospice. Si toutefois Madame la femme du substitut, chez qui je travaille aussi comme femme de ménage, est d'accord. Donc, vous voulez, au lieu de 3 places, un emploi dans un hospice. Non, pas forcément. Parce que je ne peux pas me décider aussi rapidement. Car la femme chez qui j'habite, elle a dit aussi: réfléchissez-y bien, un choix comme celui-là est très risqué. Et alors, le fils du travail est là pour ça. Et vous devez me déclarer un changement d'emploi. Mais j'ai pas très bien compris. Vous voulez donner votre congé dans les 3 autres places? Non, pas forcément. Parce qu'en attendant, je reste encore. Je préférais 100 fois travailler dans une seule place plutôt que dans 3. Mais sacré tonnerre, pas forcément. Alors que venez-vous faire ici, à l'office du travail? Mais c'est Madame Lorenz qui m'a dit: vous devez vous adresser à l'office du travail. Et vous désirez quoi? Mais Madame Lorenz a dit qu'à l'office du travail, on avait toujours les renseignements. Renseignements? Mais quel renseignement? Je peux vous renseigner qui dit le sait de quoi il sait. Or, apparemment, vous ne savez pas vous-même ce que vous désirez. Oui. Quoi, oui? Ce que je ne sais pas, c'est si je dois donner mon congé. Eh bien, si vous acceptez l'emploi, vous devez donner votre congé dans les autres places. Vous ne pouvez pas partir cela sans donner votre congé. Ça ne me dit rien de donner mon congé. Si ça se trouve, l'hospice n'est pas ce qu'il me faut. Et quand j'aurai donné mon congé, je serai obligée d'accepter l'emploi, que je le veuille ou non. Madame, nous tombons d'une baliverne à l'autre. Que désirez-vous juste?
Mais vous disiez à l'instant. Mais Mais vous disiez pourtant à l'instant que vous préfériez une place. Et vous disiez pourtant à l'instant que vous préfériez une place plutôt que 3 emplois. si c'est une bonne place, oui. D'autre part, je préfère rester là où je suis. Car ce sont des gens très gentils. Et si je donne mon congé, ils vont porter plainte contre moi. Et ça, je ne l'accepte pas. Eh bien, ce sont des personnes gentilles qui ne veulent pas vous laisser partir. C'est bien que ces personnes sont contentes de vous. Ah ça oui, je ne veux surtout pas me brouiller avec ces gens-là. Eh bien, dans ces cas, restez où vous êtes. Mais Madame Laurence a dit que je devais bien y réfléchir. Car du travail, il y en a partout. Et mon fiancé, qui va peut-être m'épouser, il a dit que quand nous serions mariés, je n'aurais plus besoin du tout, d'aller prendre un emploi. Eh bien, mariez-vous alors. Me marier? Non, ça je n'y pense pas pour l'instant. En fin de compte, on n'ira pas du tout ensemble. Mais il faudra quand même que je reprenne un emploi. Je préfère encore rester seule. Mais alors, restez seul. Et si vous avez l'intention de vous marier, allez à l'état civil, pas à l'état du travail. Mais mon fiancé va à tout prix se marier. Eh bien, parfait. Épousez-le à tout prix. Madame, que désirez-vous juste? Je veux le certificat de l'office du travail. Certificat? Quel certificat? Vous voulez sans doute dire une attestation. Comme quoi, je dois accepter l'emploi si j'ai donné mon congé. Eh bien, si vous avez l'intention d'accepter l'emploi à l'office, donnez votre congé d'abord. Vous ne comprenez donc pas ça? Je dois le faire pour quand? Mais c'est à vous de le savoir. Je ne peux pas me décider aussi rapidement. Parce que je ne sais pas si ça convient à mon fiancé. Madame, il est temps de vous décider, parce que finalement, j'ai pas que ça à faire. Est-ce que je dois dire à Madame Laurence que j'étais à l'office du travail? Oui, dites-lui. Je vais encore réfléchir à ce que je dois faire et puis je reviendrai vous voir. Pour l'amour de Dieu, dans ce cas, mieux vaut ne pas y réfléchir. Clara? 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 Où sont mes lunettes? Clara? Clara? Clara! Clara? Clara? Mes lunettes, tu sais où ils sont? Clara? Hier, elles étaient dans la cuisine. Mais il y a 1 heure, j'étais encore en train de lire avec. Hier, elles étaient dans cette cuisine. Mais arrête de raconter des insanités pareilles. Qu'est-ce que j'en ai à faire qu'elles aient été dans la cuisine? Si je te dis, c'est parce que souvent je les oublie dans cette cuisine. Je les ai laissées souvent, mais où sont-elles maintenant? Où sont-elles maintenant? Ça, je ne le sais pas. C'est qu'elles sont sûrement quelque part. Pour sûr qu'elles soient quelque part. Mais où est-ce le quelque part? Ça, je ne sais pas non plus. C'est qu'elles sont sûrement ailleurs. Mais ailleurs, c'est bien quelque part, non? Ne nous pas de cette stupidité. Ailleurs ne peut pas être en même temps. Ailleurs et quelque part. Chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes. Le prochain coup, tu n'as qu'à faire en dessous, est-ce que tu les poses? Comme ça, tu sauras où elles sont. Oh! Mais, femme! Ne raconte pas... Non, seul peut dire cela à quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont des lunettes. Même si je savais où elles étaient, ça ne m'avancerait à rien, parce que je ne peux rien voir sans lunettes. Tout simple. Tu n'as qu'à avoir une deuxième paire de lunettes pour pouvoir, avec l'une, chercher l'autre. Waouh, c'est fantastique, hein? Ok, je vois. Je vois.
Ça serait une plaisanterie qui me reviendrait, mais cher de chez cher. 1000 fois par an, j'y garde mes lunettes. Si à chaque fois je devais avoir une nouvelle paire de lunettes, la paire la moins chère coûte à 30 €. Ça nous ferait du 30 000 € par an par lunette. Nico, tu n'as pas besoin de 1000 paires de lunettes par an. Oh, mais de deux, ça, absolument. Une pour voir de près et une pour voir de loin. Non, je vois déjà ton jeu. Non, je préfère pas me lancer là-dedans, non. Allez, vas-y, tiens, allez, hop. J'ai perdu celle pour voir de loin. Et j'ai sur mon nez celle pour voir de près. Mais celle pour voir de loin, elle est trop loin. Si bien que même si j'ai celle pour voir de près, je ne peux pas voir celle pour voir de loin. Ah, tout simple. Tu gardes tes lunettes pour voir de près sur ton. Et tu te approches le plus pour tes lunettes pour voir de loin. Et comme ça, tu retrouveras tes lunettes pour voir de loin avec tes lunettes pour voir de près. Ah ah. Mais je sais pas où sont celles pour voir de loin. L'endroit est justement là où tu as mis ces satanées lunettes. Mais je ne sais pas où elles sont. Ça, je ne comprends pas. Elles sont peut-être dans l'étui. Oh oui, dans l'étui. Oui, l'étui. Passe-moi l'étui. Mais il est où cette étui? Bah, là où sont mes lunettes. Mais les lunettes sont pas toujours dans leur étui. Alors là, si, elles sont toujours dans l'étui. Sauf quand je les ai sur mon nez. Et quoi l'étui? Bah non, la paire de lunettes. Oh. Mais qu'est-ce que je vois là-dedans? Jette donc un coup d'œil. Y a rien là. Attrape voir ce qu'il y a sur ton front. Tu as encore relevé tes lunettes. Ce sont bien. Ouais. Mais hélas. Quoi, hélas? Bah, sans étui. Ah, monsieur Kurz, mais comment pouvons-nous rêver pareille stupidité? Racontez-moi ce rêve. Peut-être m'est-il déjà arrivé de faire le même. Stupide, chacun a ses rêves à soi, c'est individuel. Par exemple, hier, ma cadette, Paul, je veux dire Pauline, elle a de nouveau épouvantablement rêvé. Elle criait de toutes ses forces. Bien fait, elle dit, petit décervelé. Combien de fois ne t'ai-je pas interdit de rêver? Racontez-moi donc ce que vous avez rêvé. Eh bien, je crois que c'était un cauchemar. Moi, nous et toute notre chorale, 13 personnes, nous étions dans une gare et nous voulions monter dans le train. Mais au premier coup d'œil, nous voyons que le train n'a que 12 wagons. Or, nous sommes 13. Alors, là, nous, c'était moi, a dû courir à côté du train. Et un autre, qui était sur le dernier wagon, a tendu la main et m'a guidée. Dès les 50 premiers kilomètres, je pouvais déjà presque plus respirer, parce que l'omnibus roulait plus vite que dans notre express. Parce que le mécanicien qui était dans le train a cru que, et qui a vu que j'étais derrière à côté du train en train de courir, a cru que j'étais un voleur et que je voulais lui voler son train. Bien sûr, en rêve. Avec le train tout entier, nous avons soudain pénétré dans un hôtel. En plein dans une chambre à coucher. Alors là, nous, les 12 personnes, nous sommes descendus du train et le train s'est envolé par la fenêtre. Bien sûr, en rêve. Et nous sommes mis au lit. Mais dans cette chambre à coucher, il n'y avait qu'un lit. Alors, nous, les 13 personnes, nous sommes mis dans ce lit. C'était moi qui étais dans le dessous. Et à chaque fois que je respirais, ça écrasait contre le plafond celui qui était au-dessus.
Personne n'a pas pu dormir. Pas une seule minute de toute la nuit. Bien sûr, c'est mon rêve. Le lendemain matin, nous voulions faire une partie de montagne. Chez un marchand de fromage, nous avons pris des provisions. Un sac en papier plein de limbure liquide, 10 kilos. 2 personnes portaient le sac. Soudain, le sac se déchire, le limbure s'échappe, il se met à couler, il coule le long de la montagne. Ça puait, mais ça puait, comme dans les lampes de limbure. Bien sûr, c'est mon rêve. Alors que nous étions tous au sommet de la montagne, nous tombons. Les 13 personnes dans la crevasse d'un glacier, 500 mètres de profondeur. Mais nous n'étions pas perdus. Notre ténor s'est mis à chanter toute l'échelle de la gamme, et à cette échelle, nous sommes remontés. C'est mon rêve, bien sûr. Vous voilà, sale type! Voilà des mois que je cherche l'enfant de salaud qui se permet d'envoyer en secret des lettres d'amour à ma femme. Enfin, je vous tiens. Voilà ce que vous méritez. Et encore une, et encore une. Fripouille, et encore une ligne de plus. Et encore une, et encore une. Voilà. Maintenant, vous avez la rançon de votre grossièreté, monsieur Otto Kailauer. Mais qu'est-ce qui vous prend de me souffleter comme ça? Primo, je ne connais pas votre femme, et deuxièmement, je ne m'appelle pas Otto Kailauer, mais Alois Berger. Quoi? Vous n'êtes pas monsieur Otto Kailauer? Mais ce n'est pas possible! Vous n'êtes vraiment pas monsieur Otto Kailauer? Mille excuses! Une ressemblance aussi frappante! Je suis désolé. Toudou, comment ça des excuses? Vous m'avez offensé et giflé. Bon, je retire les offenses avec tous mes regrets. Et les gifles? Ah, les gifles. Même avec la meilleure volonté du monde, techniquement, ce n'est pas possible. Mais je peux vous les rendre, ces gifles. Ça, techniquement, c'est possible. Mais ça n'a pas de sens. Je ne suis pas Otto Kailauer. Et c'est lui qui aurait dû les recevoir. Mais moi non plus, je ne suis pas cet Otto Kailauer. Et vous me les avez bien donnés, ces gifles. Comment ça? Vous ne comprenez pas que... Vous ne comprenez pas que si je vous ai donné ces chiffres, c'est que je pensais que vous étiez Otto Kailauer. Mais comment ça étiez puisque je ne suis pas? Ce n'est tout de même pas de ma faute si vous lui ressemblez d'une manière aussi frappante. Mais c'est de la mienne peut-être? Non mais c'est rien de La prochaine fois, regardez mieux les gens à qui vous les donnez des claques. Comme ça, cela n'arrivera pas. C'est bien ce que je voulais faire. Vous êtes passé tellement vite que je n'ai pu vous voir que furtivement. Espèce d'idiot! Je ne vais tout de même pas marcher tout doucement pour que vous puissiez voir si oui ou non je suis bien cet Otto Kailauer. Tout ce bavardage ne rime à rien. Pour les offenses, je me suis excusé. Quant aux gifles, il faut qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord? Je vais porter plainte? Non, surtout n'en faites rien, sinon on finirait pas de faire des démarches et... Non. Vous me dites combien vous voulez par gifle, et je vous paie. Combien vous donnez de gifle? Et combien payez-vous par gifle? Combien? 1 euro. Grossier personnage, 1 euro pour des gifles aussi splendides. Mais dites-vous bien que vous cassez les prix. Il m'est impossible de payer plus. Dans ce cas, je vais porter plainte. Alors disons
Oui, disons 1,50 €. 6 fois 1,50 €, 9 €. Je n'ai qu'un billet de 20. Gardez la monnaie. Ah, merci, merci. Voilà de l'argent bien vite gagné. Être le sosie de Monsieur Otto Kailauer, mais quelle aubaine. Ah là 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 là. Voyons voir combien il me reste de maris trompés. 19, mais quelle chance. À propos d'aquarium, autrefois. Pas une autre fois. Autrefois, j'y habitais dans la rue de Seine-Ligne. Pas dans la rue de Seine-Ligne. Ce serait ridicule. On ne peut pas habiter dans la rue de Seine-Ligne à cause du tramway qui passe. Non, j'habitais dans les maisons de la rue de Seine-Ligne. Pas dans toutes les maisons. Juste dans celle-là, qui est comme ça, coincée entre les autres. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette maison, mais c'est ici que j'habite. Mais pas dans toute la maison. Juste au premier étage, celui qui est en dessous du deuxième étage et au-dessus du rez-de-chaussée. Et là, entre les deux, il y a un escalier qui monte au deuxième étage et qui en redescend aussi. Mais ce n'est pas l'escalier qui monte, c'est nous qui montons l'escalier. Mais on dit ça comme ça. Et là, dans la salle de séjour où je couche, j'ai une salle de séjour spéciale où je couche, et une chambre à coucher où je séjourne. Et dans la salle de séjour, j'ai, pour mon plaisir personnel, un aquarium. Il est comme ça dans le coin et c'est fantastique ce que ça va bien dans un coin. J'aurais pu aussi avoir un aquarium rond comme ça, mais il n'aurait pas bien rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. Disons que ça, ce sont deux parents verts. Bon d'accord, là ce sont mes mains, mais je vous explique juste pour que vous compreniez mieux. Et là, ce sont aussi deux autres parents verts. Et là, c'est le fond qui retient l'eau. Car s'il n'y avait pas de fond, toute l'eau dégoulinerait par en bas quand on la verserait par en haut. Vous pourriez bien verser 10, 20, 30 litres. Toute l'eau que vous verseriez par en haut dégoulinerait par en bas. Pour une cage à oiseaux, c'est complètement différent. Pour une cage à oiseaux, les parois sont comme celles d'un aquarium, sauf qu'elles ne sont pas en verre, mais en fil de fer. Ce serait, bien évidemment, complètement stupide si pour un aquarium c'était pareil. Car alors, l'aquarium ne retiendrait pas l'eau. L'eau dégoulinerait toujours par en bas et elle passerait toujours à côté du fil de fer. C'est pourquoi la nature fait si bien les choses. Et oui, j'ai justement dans mon aquarium des petits poissons rouges. Et dans la cage à oiseaux, j'ai un petit canari. Et là où c'est la place, les poissons nagent joyeusement, d'abord par en haut et puis après par en bas. Et presque chaque jour, ils nagent différemment. Mais avant-hier, il m'est arrivé un grand malheur. Je me suis aperçue que les poissons n'avaient pas assez d'eau. Alors j'ai voulu rajouter tout un seau d'eau. Mais du coup, il y en avait trop et l'eau dépassait de tout ça au-dessus de l'aquarium. Mais je ne m'en suis aperçue que le lendemain. Et un poisson est passé par-dessus bord et il est tombé sur le sol. Car là où se trouve l'aquarium, il y a un sol. Et c'est là qu'il était. Mais seulement après avoir fini de tomber. Or, le poisson
poissons qui étaient sur le sol n'avaient pas d'eau. Parce que, ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'eau ailleurs dans l'aquarium, il n'y a pas d'eau ailleurs dans la pièce. Voilà. Alors, ma logeuse m'a dit, tu vas voir ce poisson là par terre, il va crever. Le mieux ce serait de le tuer. Et si je l'assommais d'un coup de marteau, me suis-je dit, pour qu'il ne souffre pas trop longtemps. Tu vas voir que tu vas te taper sur le doigt. Mais alors je le fusille. Tu vas voir que tu ne vas pas l'avoir non plus. Et c'est alors qu'il va souffrir. Mais le mieux, me suis dit, c'est que je prenne le poisson. Et que j'aille le noyer dans la rivière. Non, je ne pas, j'ai une revue scientifique. Un jet d'eau comme ça, c'est vraiment merveilleux. Quand ça projette de l'eau, c'est vraiment... Comment ça, quand ça projette de l'eau? Si ça n'en projetait pas, ce ne serait pas un jet d'eau. Ah, ben, qu'est-ce que ce serait alors? Ce ne serait pas un jet d'eau. Pas du tout un jet d'eau? Non, absolument pas du tout. Ce serait une fontaine sans jet d'eau. Ah, mais pourtant là, il est bien là. Et bien sûr qu'il est là. Mais on ne le voit pas. Quand il ne projette pas, non. Mais on ne l'entend pas non plus. Quand il projette, si, parce que l'eau clapote. L'eau projette et clapote en même temps. Non, pas du tout. Ben, qu'est-ce qu'elle fait alors? Le jet d'eau ne clapote pas, l'eau seulement. Et sans jet d'eau alors? Mais non, avec jet d'eau. On peut acheter un jet d'eau comme celui-là? Non. Eh bien alors, comment la municipalité de la ville se l'était procuré ce jet d'eau? Elle l'a eu en donation. Ah. Et est-ce qu'elle l'a eu en train de projeter? Ah non, il a fallu d'abord bétonner le bassin, puis on a mis les parterres de fleurs, les tuyaux, et on a mis un garde-fou tout autour. Ah. Et après? Bah, il était terminé. Pourtant, il était terminé, oui, mais on ne l'avait pas encore vu. Qui ça? Bah, le jet d'eau. Mais c'est seulement quand on a ouvert le robinet d'eau que l'eau a sauté en l'air. Elle a sauté en l'air de joie? Et non, c'est une loi de la nature. Quand on ouvre un robinet d'eau, l'eau saute toujours en l'air. Ben, ça va, mademoiselle, vous n'y comprenez rien. Moi, dans ma cuisine, quand je tourne le robinet d'eau, l'eau ne saute pas en l'air, elle saute en bas. C'est vrai. Mais une cuisine et la place de la porte Saint-Denis, ça fait deux. Certes. Enfin, là, on parle un peu pour ne rien dire. Un jet d'eau, c'est inutile. Ça n'a aucune utilité. Ah ben, alors, expliquez-moi pourquoi, puisque vous savez tout. Pourquoi est-ce qu'on construit des jets d'eau? Seulement pour le décor, pour le plaisir de l'œil. L'œil de qui? Des habitants de notre ville. Ah. Et ça fait combien de temps qu'il existe ce jet d'eau pour les habitants de la ville? Depuis 1860, je crois. Ça fait donc presque 100 ans. Bon.
autant de temps. Alors, tous les Munichois l'ont vu, ce jet d'eau. C'est une question de goût. Ce qui est beau, ça peut se regarder 2 ou même 3 fois. Oui. Mais alors, les vieux Munichois, les gens en plus qui habitent sur la place, autour du jet d'eau, ce jet d'eau, ils l'ont vu jusqu'à plus soif. Le jet d'eau n'a pas été fait uniquement pour les Munichois, mais essentiellement pour les étrangers. Mademoiselle, alors là, non. Vous allez me faire croire que les gens viennent à Munich pour voir des jets d'eau, mais ils viennent pour la bière à Munich. Regardez ma revue. C'est vrai. Imaginez, vous pensez que vraiment quelqu'un vient à Munich et dit « S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer le chemin qui mène à la place du jet d'eau ?» Mais pas du tout, ils disent « J'aimerais bien connaître le chemin qui mène à la grande brasserie. » Mais bien sûr, personne ne vient à Munich pour l'eau, et personne n'ira boire l'eau du grand bassin. Ah, bah oui. Mais alors, pourquoi a-t-on mis une barrière autour? Pour qu'on ne soit pas mouillé si on s'approche trop près du jet d'eau. Oui, mademoiselle, mais alors en hiver? En hiver, là, il ne procède pas. Ah, oui, bien sûr. Et alors, votre étranger, là, de tout à l'heure, s'il veut venir voir le jet d'eau en hiver, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il ne peut pas. Il faut qu'il attende jusqu'à ce que l'été revienne. Oh, et il faudra qu'il reste tout ce temps à Munich? Ben non, il repart et il revient en été. Et s'il ne revient pas? Eh ben, il ne les voit pas. Pour les habitants de Munich, c'est facile, le jet d'eau, ils le voient tout le temps. Sauf en hiver. Et pourquoi ne le voit-il pas en hiver? Bah là, la fontaine gèlerait. Mademoiselle, en tant que grand scientifique, je peux vous dire que c'est faux ce que vous me dites là, parce que l'eau courante ne gèle jamais. C'est vrai. Là, vous avez raison. Là. C'est ce que m'a dit une fois un installateur. Peut-être qu'on les conseillers municipaux ne le savent pas. Ah, mais peut-être. Alors, il faudrait le leur dire aux conseillers municipaux. Ça leur éviterait du travail. Ils seraient peut-être contents qu'on leur évite. L'hiver, ils ferment le jet d'eau. En été, ils ouvrent le jet d'eau. En hiver, ils ferment le jet d'eau. Et on voit bien un peu ce que ça donne. Non. Certes. On voit bien là que le profane peut lui aussi, parfois, avoir une bonne idée. Profane, c'est à moi que vous dites ça, profane. Non, mademoiselle, je ne suis pas profane, je suis scientifique. Mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe que j'aimerais bien élucider dans ce jet d'eau. Le jet d'eau, donc celui-là, projette. L'eau retombe dans le bassin. Se pose dans le bassin, s'étale. Mais il faut bien qu'elle en ressorte, il doit y avoir un tuyau d'évacuation. Parfaitement. Le tuyau d'évacuation est plus important que le jet d'eau, proprement dit. Car s'il n'y avait pas eu d'évacuation, si l'eau n'avait pas pu s'évacuer depuis l'an 1860, peut-être que toute la Bavière, tout Munich, toute l'Allemagne, peut-être toute l'Europe serait submergée. Quelle catastrophe si par espièglerie, quelqu'un viendrait boucher le tuyau d'évacuation. Oh, mais alors, je comprends pourquoi ils ont mis un garde-fou tout autour de ce jet d'eau. Merci, mademoiselle, de votre conversation. Je vais continuer. Ah bon? Vous êtes pessimiste? Et vous, optimiste? Oui. Oh, vous voyez donc tout en rose? Oui, tout. Les roses aussi? Ah oui. Vous? Sans doute. Mais c'est bien la seule chose que je peux voir en rose. Comment percevez-vous le monde alors? Ah, sûrement pas rose. Même si on dit dans une vieille chanson, oui, le monde est beau. Pourquoi? Vous ne trouvez pas le monde beau? Non. Que pourrait-il bien avoir de beau? La laideur commence bel et bien à la naissance. Ou bien vous trouvez qu'à la naissance c'est beau? Ah,
Demandez donc à une sage-femme ou à un médecin accoucheur ce qu'il en pense. Non, certes, ce n'est pas beau, mais c'est comme ça. Que ce soit comme ça, ce n'est déjà pas beau. À mon avis, ce serait beau si ce n'était pas comme ça. Si ça n'était pas comme ça, vous ne seriez pas là. Oh, c'est ça qui serait beau. Mais si tous les hommes pensaient comme vous, personne ne serait en ce monde. Eh bien, c'est ça qui est beau. Mais je vous le dis tout de même. Alors là, je suis paumée. Je comprends rien de ce que vous me dites. Hein. Vous pouvez m'expliquer? Expliquez quoi? Bah là, ce que vous dites, je comprends rien. Si tous pensaient comme vous, ils devraient faire une chose. Si tous pensaient comme vous, ça serait beau. Ça serait beau pour qui? Ça serait beau. Voilà, ça serait beau pour qui? Super. Bah, tu crois qu'ils le savent? Ah, c'est ça qui serait beau au public. Au Bah, tu public, parles. ah, c'est ça qui serait beau. Non. Mais si tous pensaient comme vous, il n'y aurait personne dans ce monde. Non. Mais si tous pensaient comme vous, personne ne serait en ce monde. Je vous le dis tout de même, c'est ça qui serait beau. Mais pour qui? Eh ben, pour les hommes qui ne seraient pas obligés de vivre en ce monde. Mais si les hommes n'ont pas encore vécu en ce monde, comment peuvent-ils savoir si le monde est beau ou non? Eh ben, c'est ça qui est beau. C'est qu'il n'est pas encore vécu en ce monde. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Un exemple. Vous avez déjà entendu parler de la guerre de 30 ans? Ouais, certes. Par quoi est-ce qu'ils ne sont pas passés, les hommes qui ont vécu cette époque? Vous pouvez l'imaginer? Oui, ces hommes-là ont vécu des choses atroces. Sans compter les horreurs de la guerre, les épidémies et la famine. Alors, vous auriez aimé vivre dans ce monde? Ah non, certainement pas. Donc, est-ce que ce n'est pas beau que vous n'ayez pas vécu en ce monde? C'est vrai, en quelque sorte. Eh bien, vous voyez par là que, pour un homme, c'est tout de même beau quand il n'a pas encore vécu en ce monde, et c'est tout aussi beau après son existence sur la Terre, quand il ne vit plus. Mais la vie elle-même, vous l'avez complètement sauté dans votre fresque philosophique. Minute. Il existe toutes sortes de vies. Il y a par exemple une vie courte. Un enfant, un tout petit bambin, est mis au monde. Et une heure après, il crève. C'est pas une belle vie, ça? Non, c'est pas une belle vie, non. Mais il y a aussi les vies longues, où les gens vivent plus de 100 ans, et qui aimeraient encore vivre encore plus longtemps. Oui, certes. Il existe certains cas semblables. Mais en quoi un vieillard comme ça peut-il profiter de sa vie? Si toutefois on peut appeler ça une vie. Calcifié, presque pétrifié. Il végète là, pour ainsi dire, une momie. Plus capable de rien que de crever. Plus capable de rien, c'est vous. Mais lisez la Bible, mon ami. Abraham a vécu plus de 700 ans et a eu plus de 500 enfants. Mais allons, vous exagérez enfin. Il paraît qu'il n'en a eu que 400. Les 100 autres sont des morts-nés. Ça, c'est une belle vie, non?
trouve pas mes lunettes. Est-ce que tu sais où sont mes lunettes? Hier, elles étaient dans la cuisine. Comment ça hier? Il y a une heure à peine, j'étais en train de lire avec. Oh, c'est bien impossible, hein, mais hier, ces lunettes étaient dans la cuisine. Hein. Je ne raconte pas de l'insanité. C'est pareil. À quoi est-ce que ça m'avance que mes lunettes aient été hier dans la cuisine? Oh, bah, je te le dis simplement parce que tu les as laissées plusieurs fois dans la cuisine. Hein. Plusieurs fois? Je les ai laissées souvent. Où sont-elles maintenant? C'est ça que je veux savoir. Où elles sont maintenant? Maintenant. Bon, ça, je ne le sais pas. Elles sont sûrement quelque part, hein. Quelque part. Pour sûr qu'elles sont quelque part. Mais où? Où est-ce que quelque part? Oh, bah, ça, je ne le sais pas non plus. Hein. Alors, c'est qu'elles sont ailleurs. Ailleurs, mais ailleurs. Ailleurs, c'est bien quelque part. Ne dis pas de telles stupidités. Ailleurs ne peut pas être en même temps ailleurs et quelque part. Chaque jour, il faut partir à la recherche de ces stupides lunettes. La prochaine fois, tu n'as qu'à faire attention. Où tu les poses. Comme ça, tu sauras où elles sont. Mais, mon petit, la pauvre. Seul peut dire cela. Quelqu'un qui n'a pas la moindre idée de ce que sont les lunettes. Même si je sais où je les ai posées, ça ne m'avance à rien, puisque de toute façon, je ne sais pas où elles sont. Et puisque de toute façon, je peux rien voir sans lunettes. Alors tu n'as qu'à avoir une deuxième paire de lunettes. Pour avec une chercher l'autre. Hein. Ce serait une plaisanterie qui reviendrait cher. 1000 fois par an, j'égare mes lunettes. Si à chaque fois, j'avais besoin d'une paire de lunettes, en sachant que la paire de lunettes la moins chère coûte, allez, 30 €, ça ferait dans les 30 000 € de lunettes par an. Nigo, tu n'as pas besoin de 1000 paires de lunettes, hein. 1000, non. Les deux, ça, absolument. Une, pour voir de près, et puis une, pour voir de loin. Non. Non. Je préfère ne pas me lancer là-dedans. Imagine. J'ai perdu celle pour voir de loin. Et sur mon lit, je n'ai que celle pour voir de près. Mais celles pour voir de loin sont très loin. C'est bien qu'avec mes lunettes, pour voir de près, je ne peux pas voir celles pour voir de loin, qui sont très loin. Alors tu gardes tout simplement tes lunettes pour voir de près sur ton nez. Et tu t'approches plus possible de l'endroit de ton cercle pour voir de loin. Comme ça, tu pourras voir tes lunettes pour voir de loin. Avec tes lunettes, pour voir de près. Et je ne sais pas à quel endroit se trouve celle pour voir de loin. Bah, l'endroit est justement là où tu as mis tes lunettes, hein. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Cet endroit, je ne sais plus où il est. Ça, je ne comprends pas. Non, je comprends. Peut-être qu'elles sont dans l'étui. L'étui? Oui, ça se pourrait. Elles doivent être là. Ça se voit l'étui. Où est-ce qu'il est, l'étui? Ah, l'étui, il est justement là où les lunettes sont dedans. Mais une paire de lunettes n'est pas toujours dans son étui. Ah non, elles ne sont pas toujours dans leur étui. Sauf quand il est sur le nez. De quoi, l'étui? Non, la paire de lunettes. Oh, mais qu'est-ce que je vois là-haut? Fais-moi un coup d'œil là-bas. Là-bas, là où tu dis? J'y vois pas là-haut. Ah, à te voir ce qu'il y a là-haut, sur Sur mon ton front. front. Oui, ton front. Ah, exact. Ce sont bien mes lunettes. Mais hélas, Hélas quoi? sans étui.
commencez aujourd'hui votre activité de nouveau comptable dans mon entreprise. Oui, Madame Meyer. Il y a bien une certaine fatalité dans le fait que vous appeliez Meyer comme moi. Oui, Madame Meyer, mais moi je m'écris avec un AI, tandis que vous avec un EI. Enfin, comme par un fait exprès, nous avons d'autres Meyer dans l'entreprise. Notamment mon associé, qui lui aussi s'appelle Meyer. C'est vraiment fatal. Ça aura lieu à des méprises. Non, non, il n'y a pas de méprise, hein, car mon associé Meyer s'écrit avec un Y. Pardonnez-moi, dans ce cas, bien sûr que non. Oui, enfin, nous avons un autre Meyer, notre gardien. Ah bon? Ça va. Mais, Dieu merci, c'est Meyer. Ah, Meyer. C'est-à-dire sans E derrière. Alors, c'est un jeu d'enfant de le distinguer des autres Meyer. Non, non, j'irai pas cela, parce que le gardien Meyer doit être prononcé de façon tout à fait distincte. Ah, je vois, Madame Meyer, je vois. Il faudrait le prononcer, oh, c'est bon. Bon, alors, voilà les 4 meilleurs de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux clients et fournisseurs. Ah oui, et puis il y en a presque une demi-douzaine, hein, qui s'écrit meilleur avec toutes les variantes. Alors... Bon, dites-moi, monsieur Meyer, vous êtes prêts? Ouais. Alors, souvenez-vous bien de ce que je vous dis, hein. Alors, notre fournisseur de bois s'appelle Meyer, mais vous ne pourrez pas le confondre avec vous-même. Évidemment. Parce que vous écrivez avec AI. Oui, bah oui, je vais écrire avec un... Et lui avec un Y. Hein? Comme le gardien? Quoi, comme le gardien? Le gardien, s'écrit Meyer sans le derrière. Désolé, j'ai perdu dans mes pensées. Pardonnez-moi. Sans E derrière. Pardonnez-moi. Bon, compte de la fatalité. Mon Jean s'appelle aussi Meyer. Oh là là, salaud. Mais Meyer avec un tréma. Avec un tréma? Ouais. Bon, alors voilà nos fournisseurs. Et puis il y a encore un client. Oui, Madame Meyer. Bon, non, monsieur Meyer. Pour éviter toute méprise, vous notez l'orthographe de tous ces Meyer. Tout à fait, Madame Meyer. Tout à fait. Bon. Alors. Ma modeste personne. M-E-I-E-R. Ouais, c'est écrit. Votre modeste personne. M-A-I-E-R. Évidemment. Bon, le gardien. M-E-I-R sans E derrière à la fin. Oui, Madame Meyer. Notre fournisseur de bois, M-A-Y-E-R. Et puis un client, M-E-Y-E-R, R-E-R. Tout est écrit, Madame Meyer. Et puis encore un point très très important. Bon, évidemment, il vous sera facile, au fil des jours, de reconnaître les meilleurs des uns des autres, hein. Parce que... Attends, par exemple, il y a un meilleur, il arrive, il y a un mouchoir, payé. Vous comprenez? Oui, Madame Meyer. Bon, un autre exemple. Il y a un meilleur, il a un Y. Et il a un col de... chemise sale, là. Vous comprenez? Et si un jour il arrive avec un col de chemise propre? Eh ben, il a un col de chemise propre. En réalité, la situation n'est critique qu'au téléphone, hein. Parce qu'on se voit pas. Ah non, on se voit pas. Oh, on pourrait se voir par télévision. Bien.
Télévision. Ah non, non. Nous, on n'en est pas encore là, hein. Ah bon? Bon. Dites-moi, monsieur Meyer, est-ce que vous avez bien tout retenu? Bah, ouais, Madame Meyer. Oui, ouais. Alors répétez l'orthographe de tous ces Meyer. Bah, le premier Meyer, un A devant et une colle de chemise sale derrière. Le deuxième Meyer, il a un E devant et un trait là derrière. Mais espèce d'idiot! Mais vous êtes vraiment impossible, hein? Vous êtes tout de travers! Là, imagine, il y a tous les meilleurs qui arrivent, alors quoi ici? Qu'est-ce que vous faites, hein? C'est une question piège. Non, attendez. Ah, oui, ça y est. Porte close et personne ne rentre, Madame Meyer! Bonjour madame, vous désirez? Eh bien, c'est difficile à dire. Ah, sûrement un mot latin. Non, je l'ai oublié. Ah, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non. Qu'est-ce que vous avez alors? Eh bien, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, mais... Je veux dire, vous êtes malade? Il y a cette idée. Est-ce que j'ai l'air malade? Non, mais... Je veux dire, le médicament est-il pour vous ou pour une autre personne? Ah non, pour mon enfant. Ah, pour votre enfant. C'est votre enfant qui est malade. Qu'a-t-il cet enfant? Enfant, c'est un père qui n'a pas. Ah, l'enfant n'a pas de père. Si, mais ce n'est pas son vrai père. Ah, l'enfant a un beau-père. Oui, hélas, le père est beau, mais ce n'est pas son vrai père. Et c'est pour ça qu'il aura pris froid. Et il tousse cet enfant? Non, il crie seulement. Mais peut-être a-t-il des douleurs? Des douleurs, c'est bien possible. Mais seulement, l'enfant ne nous dit pas où ça lui fait mal. Son beau-père et moi, on se donne la plus grande peine. Ce matin, j'ai dit à l'enfant, si tu me dis bien gentiment où ça te fait mal, plus tard, tu auras une belle moto. Et puis, l'enfant ne dit rien, il est complètement borné. Mais quel âge a-t-il cet enfant? Il a 6 mois. Mais enfin, 6 mois, un enfant ne sait pas encore parler? Mais c'est bien possible. Mais s'il est capable de crier comme ça, il pourrait au moins nous montrer où se trouve le foyer de sa douleur, et qu'on sache. Peut-être qu'il a toujours les doigts dans la bouche, cet enfant. Oui, exact. Mais alors c'est qu'il est sur le point d'avoir ses premiers pas. Mais les avoir avec qui? Mais de la nature. Mais de la nature, c'est bien possible. Mais quand il n'a pas besoin de crier comme ça. Parce que quand on est sur le point d'avoir quelque chose, on ne crie pas, on se réjouit. L'enfant est malade, et mon mari m'a dit, va à la pharmacie et rapporte de la camomille. Non, ce n'est pas quelque chose qui se boit. Peut-être qu'il a des vers, cet enfant. Bah non, on les verrait. Mais non, mais je veux dire, à l'intérieur. Ah, à l'intérieur. Moi, ça, je sais pas, on n'a pas encore regardé. Ah,
ne lui dis pas ce que veut le client. Marie m'a dit, si j'arrive pas à me souvenir du nom du médicament, je dois vous passer le bonjour de l'enfant, enfin de mon mari, et surtout l'enfant ne dort pas et est toujours terriblement agité. Agité. Mais le mieux, ce serait de prendre un calmant. Le mieux peut-être isopropyl, prophémyl, barbiturat, sulfène, diméthyl, dimentylaminopropyrazolone. Vous dites isopropyl, prophémyl, barbiturat, sulfène, diméthyl, dimentylaminopropyrazolone. Comment ça s'appelle? Isopropyl, prophémyl, barbiturat, sulfène, diméthyl, dimentylaminopropyrazolone. Oui, c'est simple, on n'arrive même pas à s'en souvenir. Messieurs les techniciens, j'espère que vous avez tenu compte que j'allais revenir. J'ai prévenu, cher public, je vois que vous êtes toujours là. Je vais donc avec plaisir terminer ma conférence scientifique. Vous auriez manqué quelque chose si vous étiez parti. Donc, dans cette deuxième partie, je vais commencer par vous parler de la mouche. La mouche est un petit animal qui porte 2 ailes translucides et nervurées sur son dos. C'est donc un volatile. C'est aussi un des animaux domestiques les plus propres, car on a établi qu'elle prenait souvent des bains chauds, au grand désespoir de la cuisinière, parce qu'elle prenne ses bains dans la soupière. Mais la mouche n'est pas un aliment pour l'homme, seulement pour la grenouille. Au passage, je vous signalerai que la grenouille verte est un animal qui saute très haut et très loin. Je vais en arriver à des choses sérieuses. L'homme trouve la mouche particulièrement désagréable. C'est pourquoi il lui pose des pièges mortels sous la forme de tapettes, il n'y a pas la tapette. Qui c'est qui nous a pris la tapette? Tant pis. Une tapette, c'est une petite main en plastique ou en paille, avec un manche, et on tape. J'espère qu'on ne nous a pas volé du mouche, sous la forme de tue-mouche, donc, aussi. Qu'est-ce qu'un tue-mouche? Nous allons vous en faire une démonstration. Un tue-mouche est un rouleau de papier enduit de colle appelé colle à mouche. Regardez les temps. Ah. C'est très scientifique, soyez un peu sérieux, c'est tout. Voilà. J'en fais un autre, on est peut-être dans ça. Non, ça y est. Donc, on continue. On déroule ce rouleau dans la cuisine, par exemple. On obtient une spirale collante. La mouche, qui est très curieuse, s'approche de la spirale. Elle en fait le tour en bourdonnant. Elle en fait le tour.
prise d'hallucination. Elle est persuadée que la colle sur le papier n'est pas de la colle. Elle s'approche, elle se pose dessus. Et voilà. Elle est collée. Et voilà. Ça ne lui plaît pas d'être collée. Elle veut se décoller. Elle se débat. Elle tire de toutes ses forces. Elle bouillonne encore plus fort. Et voilà qu'elle attire l'attention des autres mouches qui passaient par là. Qui s'approchent. Et voilà. Elle se retrouve collée à l'autre. Invention redoutable que les petites mouches. Venons-en à un animal domestique de plus grande corpulence. Les démonstrations scientifiques, voyez, sont très éprouvantes. Je veux donc maintenant vous parler de la souris, qu'on appelle aussi souris domestique. Ah, vous l'avez volé aussi, la souris. La souris est recouverte d'un pelage gris, de couleur gris souris. La souris court à 4 pattes, ou sinon dans la souricière. Si deux souris se retrouvent ensemble, on a constaté qu'elles se reproduisent très vite. Pourquoi? Je suis en train d'étudier la question pour vous donner très bientôt, lors d'une prochaine conférence, le parce que de ce pourquoi. Et j'en suis arrivée à des conclusions renversantes, c'est le cas de le dire. Lorsqu'une souris tombe dans un pot de miel, ça donne une excellente souris caramélisée. Mais la souris, là où la souris se retrouve le mieux, c'est encore dans le trou de souris. Les plus proches parents de la souris sont les rats, qu'on appelle en langage populaire, familier, les rats d'égout. Le rat d'égout est un animal hideux et en général on dit de lui saloperie de rat. Je terminerai ma conférence avec un dernier animal domestique pour ce soir. Il s'agit de la vache. Là, vous pensez encore, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? La vache n'est pas un animal domestique du dedans? Eh bien, je ne vous expliquerai rien. Je vous dirai simplement, c'est vous ou c'est moi la scientifique? Place dans ma voiture, je n'ai pas pu amener ici un spécimen vivant de vache, mais de figurines. Celle-ci, tout d'abord, c'est très sérieux ce que je vais vous dire. Vous montrez, si, le regard de la vache. La vache a un regard très doux. Le regard que la vache porte sur vous est rempli de la sagesse du monde. Souvenez-vous de cela lorsque vous rencontrerez une vache lors de vos promenades dans la campagne. L'autre figurine, je l'ai choisie pour vous montrer un organe très important de la vache. Je vais parler des plis. C'est par là que sort le lait. Le lait est l'aliment le plus liquide.
On le reconnaît à sa couleur. Si l'on fait bouillir du lait, on obtient du lait chaud. Si l'on verse du café dans du lait, on obtient un breuvage comestible. Et si l'on verse de l'eau dans du lait, on obtient une saloperie, on ne verse jamais d'eau dans le lait. Le lait peut être conservé dans des bouteilles, des tasses, des bols, des verres, tout récipient creux. Et lorsqu'un seau est plein de lait, on dit que le lait est entier. À part le lait de vache, il existe le lait de laitue, mais les laitues, on ne les traite pas, on les cueille et on les mange en salade. Cher public, je vous demanderai, avant de terminer, de méditer sur ce dicton qui affirme « Je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin ». Une prochaine fois donc, je vous ai déjà promis une conférence sur la reproduction des souris, mais je pourrais aussi vous parler de la fourmi, de la mite, de l'araignée et autres bestioles très intéressantes en ce qui concerne les animaux domestiques du dedans. Avant de vous quitter, je vous rassurerai en vous disant qu'aucun animal domestique du dedans n'a subi de mauvais traitements lors des préparations. À cet exposé, je vous entends rire et je me dis que vous pensez à quelqu'un. Il s'agit peut-être du cafard bleu noirâtre, mais c'est bien fait pour lui, il n'avait qu'à se planquer au lieu de courir n'importe. Très cher public, ma conférence s'achève et je vous demanderai à présent de vous lever de vos sièges et de crier avec moi d'une seule voix « Vive tous nos animaux domestiques !» Vive tous nos animaux domestiques !« Hurrah ! Hurrah ! Hurrah !